Chers amis, bonjour. On se retrouve pour les passions d'un Hébreu autour des événements qui nous bousculent ces derniers temps. Je veux parler de la crise plurielle qui entame le monde occidental et l'ensemble de la planète a posteriori. La tournée officielle du président Biden au Moyen-Orient a été un échec et non des moindres. Elle était conséquente, cette visite à l'origine, aux multiples besoins fonctionnels du gouvernement américain. Tout cela répondant bien sûr aux crises systématiques d'une administration en peine. La dépression énergétique et nourricière dans le monde entraîne une énorme augmentation des tarifs pétroliers. Aux États-Unis, il a atteint un niveau record ce mois-ci, et une insuffisance subite de céréales comme nous le savons. Le point sur la situation, une pandémie, une guerre, une inflation qui s'emballe aux États-Unis, elle atteint très bientôt 9,1% et des hausses de taux d'intérêt dont nous entendons parler au quotidien. Une crise de confiance persistante des États du Golfe et leur réserve certaine à faire preuve de solidarité avec les sanctions occidentales contre la Russie de manière étonnante. Tous les éléments composant les récessions sont actuellement réunis. On peut craindre de plus en plus que sans une mutation foncière, le Parti démocrate américain ait à subir une fâcheuse déconfiture lors des consultations de mi-mandat, c'est-à-dire au mois de novembre. Dans ces conditions, la Maison-Blanche se voit contrainte de repositionner ses pions en reconsidérant sa politique moyen-orientale et plus spécialement ses liens avec les dirigeants saoudiens qui déjà clignent des yeux vis-à-vis de ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire les pays émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ces derniers, je veux dire les Saoudiens, seraient les maîtres d'œuvre capables de diminuer relativement l'intensité de la dépression générale concernant les prix des carburants et la hausse de l'inflation. L'échec du président Biden à convertir les pays du Golfe et renforcer l'engagement américain auprès de ses alliés régionaux est quand même assez perturbant, surtout que l'Arabie saoudite, productrice de pétrole, est une des clientes du pétrole russe qu'elle importe, ou comme l'Inde, afin de le raffiner et de le revendre au prix du marché international. Chacun y trouvant son compte, bien entendu, sauf les Européens, bien entendu. À propos d'Israël, la décision de dissoudre le gouvernement et d'aller aux urnes n'affectera pas matériellement la prochaine visite. Quand j'ai écrit cela, c'était bien avant que M. Biden arrive et échoue. Il n'a raté aucune marche, il a juste raté son voyage. Et donc, en rien, ce voyage n'a été affecté par la situation politique en Israël. Différemment de tous les autres drames économiques planétaires de ces dernières années, le préjudice présent est plus que sérieux et divers, au vu et su d'événements extrêmes, comme les pénuries de blé et de pétrole, à même de nous frapper de plein fouet très prochainement. Ceux-ci ne pourront être garantis par la seule assistance financière, principalement du fait d'une mauvaise gestion de l'économie de marché, devenue anarchique, mais aussi, et bien sûr, du fait de la guerre en Ukraine et des dégâts causés par le réchauffement climatique, sans oublier, bien entendu, ces 2 années de pandémie où l'on a fait marcher la planche à billets, billets d'ailleurs qui n'étaient que du papier ne reposant sur aucun valeur étalon. De plus, la propension actuelle à présenter une explication plénière, associée et organisée entre l'ensemble des acteurs économiques en Europe et aux États-Unis est incertaine face aux divergences entre les différents exécutants sur les politiques à mener contre la Russie. À vrai dire, il n'y a pas vraiment d'alternative à la Russie. De nouvelles forces économiques mondiales, au premier rang desquelles la Chine et l'Inde, émergent et commencent à ébranler sérieusement l'hégémonie américaine. On parle même de dédollarisation du monde, ou si vous préférez, du nouvel ordre mondial. De ce fait,
Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, a réduit son anticipation relative à la croissance pour 2022 à 2,9, mais je crois qu'elle continue au moment où je parle à diminuer son anticipation. Elle est essentiellement déduite de l'augmentation des prix des denrées alimentaires, de l'énergie et de la hausse des taux d'intérêt mondiaux dont elle-même, la Banque mondiale, est en partie responsable. Une estimation prime chez la majorité de nos économistes. Même d'ici 2023, le modèle économique mondial ne pourra guère se rétablir et sortir de la crise. La réalité pourrait même empirer, disent-ils. De surcroît, l'association des craintes d'une escalade en Ukraine, qui intensifiera la crise mondiale de l'énergie et des céréales, avec la possibilité d'une résurgence de l'épidémie de corona, de probables fermetures, de nouveaux dommages aux chaînes d'approvisionnement mondial et des hausses constantes des taux d'intérêt, pourraient entraîner les pays du Moyen-Orient et d'Afrique vers une insoutenable pauvreté face aux hausses de prix incontrôlées, à une crise réelle de la dette et à une pénurie alimentaire avérée. Est-ce certainement la raison pour laquelle le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, était en voyage cette semaine en Égypte aussi, et pour rencontrer certaines personnalités africaines. La guerre se poursuit en Ukraine depuis 4 mois. Chaque camp est dans une incapacité à résoudre ce conflit, d'après ce que nous voyons et nous entendons, par une victoire militaire ou économique. Chacun campe sur ses positions. De profonds désaccords existent et paraissent absolument infranchissables. Dans cet état de fait, l'affrontement semble être entré dans une longue et sanglante guerre d'usure. Malgré les sanctions économiques sans précédent imposées à la Russie et l'abandon de centaines de sociétés et d'entreprises à l'économie russe, il est clair que le président Poutine est non seulement déterminé à poursuivre la campagne militaire à tout prix, tout en sapant systématiquement la capacité de l'Ukraine à fonctionner en tant qu'État, mais non des moindres, d'avoir réussi à faire que le rouble ne soit pas déprécié, mais réapprécié. C'est-à-dire que les Européens se tirent une balle dans le pied. Ils utilisent de plus en plus l'énergie et les armes du blé pour accroître la pression sur l'Occident d'une part et réduire les dommages causés à l'économie russe du fait de l'augmentation des revenus résultant de la hausse des prix, malgré la réduction des volumes d'exportation à certains pays européens. Mais comme je vous le disais, la directrice de la Banque centrale russe a été, d'une véritable orchestration extraordinaire pour permettre au rouble de retrouver j'ai dit tout à l'heure réappréciée, mais véritablement une appréciation qu'elle n'avait pas même avant la guerre et qu'elle rencontre aujourd'hui sur le marché, si ce n'est pas le marché occidental, sur les autres marchés. Alors je vous le disais, la Russie continue de fournir du blé à l'Égypte, ou en tout cas dans l'intention, et à d'autres pays de la région et d'Afrique. Mais, comme vous l'avez entendu, concernant les pays européens, celle-ci exige un paiement en roubles pour l'approvisionnement énergétique et n'hésite même pas à arrêter le flux de gaz vers divers pays européens. Il est probable d'ailleurs qu'en contre-mesure aux pressions occidentales, la Russie augmente ses exportations d'énergie et de palans de blé vers la Chine et l'Inde à la lumière des graves pénuries des mois à venir et d'une Europe bien décidée à ne plus s'approvisionner en gaz russe et condamner ses citoyens européens au froid lors du prochain hiver. Le pays, comme vous le savez, qui sera le plus touché ici est l'Allemagne. Et bien entendu, dans une autre émission audio, nous essaierons d'entendre en tout cas ce que certaines sommités américaines pensent de la situation possible en devenir de l'Allemagne et la crainte que cette Allemagne tombe dans le giron de la Russie. Entendez bien. Mais c'est une autre histoire, nous n'avons pas le temps. Les élections américaines de mi-mandat se tiendront, comme je vous le disais, en novembre 2022.
avec 435 sièges au Congrès. Actuellement, il y a 221 démocrates et 208 républicains, et 35 sièges au Sénat sur 100 paritaires. Elles sont une mise en garde pour le gouvernement et signifient le degré de satisfaction du public à l'égard de la performance du président en place. Je parle bien sûr des élections demi-mandat. Le soutien moyen au président Biden dans les récents sondages s'élève environ à 40%, l'un des plus mauvais en deuxième année de mandat au cours du dernier demi-siècle. La polarisation politique américaine, les profondes divergences sur des questions foncières telles que l'avortement, dont nous avons entendu le décret de la Cour suprême, la contraception, les mariages homosexuels, le droit des armes, ainsi que la détérioration de la situation socio-économique auront un effet direct et dévastateur sur le pourcentage de soutien au président. Malgré une large adhésion politique quant à la nécessité de soutenir l'Ukraine et de prévenir l'envoi de forces américaines physiquement, la majeure partie de la population ne comprend pas pourquoi devoir nuire à son niveau de vie et en payer un prix si élevé. Le même problème se pose en Europe, donc il ne serait pas étonnant que dans les semaines ou les mois à venir, nous voyons la mobilisation pour l'Ukraine, diminuer non seulement, mais se rétracter. Dès son entrée à la Maison-Blanche, M. Biden avait confirmé la question des droits de l'homme dans l'une des valeurs phares de sa politique tant intérieure qu'extérieure. En février 2021, une porte-parole de la Maison-Blanche déclarait que l'administration Biden allait poursuivre son embargo sur l'Arabie saoudite et que le président ne contacterait pas le régent saoudien Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Ceci, bien sûr, face à de nombreuses voix au sein du Parti démocrate, des organisations de défense des droits de l'homme et des principales organisations civiques qui considèrent le prince héritier saoudien, MBS, Mohammed Ben Salman, comme une figure illégitime puisque responsable de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Un peu plus d'un an s'est écoulé et l'administration américaine se voit contrainte de remanier ses positions concernant ce pays, comme je vous le disais précédemment, afin d'obtenir des Saoudiens une augmentation de leur production de pétrole, ce qui d'ailleurs a été refusé, de stopper la hausse des prix des carburants et leur inquiétante inflation, ce qui n'aura pas lieu non plus. C'est dans ce contexte que le président Biden a rencontré Mohammed Ben Salman au cours du sommet à Riyad, ce qui a fait grincer les dents de nombre de politiciens et de bien-pensants et de politiquement corrects aux États-Unis. La rencontre attendue suscitait plutôt de vives critiques aux États-Unis, obligeant le président à préciser qu'il n'avait guère l'intention de le rencontrer en tête-à-tête, mais uniquement lors du Conseil de coopération du Golfe, Fadez et Baliverne, comme nous en avons été témoins. L'hypocrisie des États-Unis n'est pas ici une question sur laquelle le débat peut s'établir et s'élaborer, puisque nous connaissons la problématique américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et rajouter quelque chose peut-être d'intéressant, la question palestinienne a été balayée d'un revers de main et d'une signature sur un chèque. Elle n'est pas intéressante puisqu'elle ne vient pas ici répondre à quelques obligations ou intérêts primordiaux concernant la crise internationale. Il faut ajouter que l'administration Biden n'a pas vraiment le vent en poupe auprès non seulement de la monarchie saoudienne, des pays du Golfe, des pays d'Amérique du Sud, des pays africains, puisque vous le savez, la majorité de ces pays n'ont pas soutenu la motion de condamnation de l'agression russe en Ukraine, et donc a laissé en fin de compte les États-Unis avec ses seuls vassaux européens
face à l'ensemble des pays de l'ONU qui refusaient de participer au carnaval américain. Rajouter ici quelque chose, une parenthèse, au milieu d'une flambée sans précédent de risques géopolitiques mondiaux, le monde prend de plus en plus conscience que l'architecture sous-tendant l'ancien ordre mondial, je veux parler USA de là, cède la place à une nouvelle configuration des relations internationales et des blocs régionaux. Les pays de l'Est et du Sud établissent leurs propres institutions, alliances d'intégration régionale et systèmes de paiement qui deviennent une force cruciale dans la transformation de l'économie mondiale. Je vous rappelle que les BRICS, qui sont les plus grands marchés en développement, je les rappelle, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, sont parmi les leaders. Je vous informe aussi qu'ils sont à l'origine de ce qui est en train de se tramer, c'est-à-dire un fonds monétaire, non pas international, mais alternatif, où il y a une véritable volonté de dédollarisation afin de permettre aux différents pays de lever des prêts selon les monnaies des pays émergents, ou particulièrement le rouble, le yuan et la roupie indienne. En mars dernier, le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Ryabkov, a déclaré que les BRICS formeront la base d'un nouvel ordre mondial. Je le cite, je pense que ces États, totalisant près de la moitié de la population mondiale et représentant une grande partie du PIB mondial, produit intérieur brut, je veux dire, seront parmi les piliers du nouvel ordre mondial émergent. Nous avons encore beaucoup à dire, mais sur ce que je vous ai dit ici, il ne me reste plus qu'à vous laisser méditer, bien entendu. Shalom, shalom, les trautes.